Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Madame la vice-présidente du Sénat, présidente du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, chère Catherine Troendlé, Monsieur le député, coprésident du comité d'organisation, cher Damien Abad, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, cher Olivier Richefou, Monsieur le président du Conseil départemental de l'Ain, Monsieur le président du conseil d'administration du SDIS, Monsieur le maire de Bourg-en-Bresse, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le préfet directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, chers présidents d'honneur, Bernard Janvier, Daniel Horry, et je voudrais saluer Richard Vignon, pris par ses obligations professionnelles. Chers amis, sapeurs-pompiers, personnel des SDIS et de la sécurité civile, Mesdames et Messieurs, quel plaisir de vous accueillir, Monsieur le Ministre, dans ce département de l'Ain, fleuron de notre filière industrielle, mais aussi emblème de notre modèle d'incendie et de secours, par son maillage territorial, par la complémentarité qui unit sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, et par la coproduction entre services publics et réseaux associatifs, dont témoigne la superbe organisation de ce congrès. Merci donc à vous tous, chers amis, Indinois et Indinoises, ainsi qu'aux partenaires privés et publics qui se sont mobilisés à vos côtés. En 1990, notre fédération imaginait les pompiers du futur en publiant une bande dessinée, 2018, Les héros de l'impossible. 2018, nous y sommes. Nos anciens, cher Bernard Janvier, ont été clairvoyants sur les mutations de notre communauté, la départementalisation, la pluralité de nos missions, le développement des secours spécialisés, la création d'une force européenne de sécurité civile, l'enseignement généralisé des gestes qui sauvent. Ils avaient tout prévu, tout, sauf une chose, l'explosion du secours d'urgence aux personnes. Car c'est bien d'une explosion dont il faut parler. Cette mission représentait à l'époque un tiers de nos interventions. Elle en représente aujourd'hui 84%, alors même que leur nombre total a plus que doublé. Et cela ne fait que s'accélérer, plus 40% en 10 ans. Depuis janvier, cette progression est supérieure à 10% dans nombre de départements. Les causes en sont bien connues. Une demande sociétale de plus en plus impérieuse, diverse, pressante, mais encore un délitement des solidarités traditionnelles, un système de santé en crise, une offre de soins rare et inégalitaire, sans oublier les politiques ambulatoires en matière de dépendance, où tout est prévu, ou presque. Au moindre aléa, les sapeurs-pompiers deviennent la variable d'ajustement. Face à ces constats, et pour ne pas rendre impossible notre engagement, il faut un changement complet de paradigme. Pour cela, une triple transformation est nécessaire. La première est bien sûr celle de la politique publique du secours d'urgence aux personnes. Elle doit être profonde et globale et commencer par une prise de conscience. Le soldat du feu est progressivement devenu un généraliste du secours et désormais, tout en continuant à lutter contre l'incendie, l'acteur majeur du secours d'urgence aux personnes, voire même souvent le dernier. Quand la vie est menacée, la douleur insupportable, mais aussi pour répondre aux détresses sociales ou psychologiques, ou tout simplement pour ceux que nul autre ne peut ou ne veut prendre en charge. Partout, en zone urbaine ou rurale,
même les plus hostiles, dans l'eau, en montagne, en milieu toxique, face au terrorisme, et jusque dans les établissements de santé, Monsieur le Ministre, où on nous appelle régulièrement pour prendre en charge des malaises. Clairement, cette politique publique s'articule désormais autour de deux enjeux majeurs. La demande de secours du citoyen à travers son appel téléphonique et la réponse que nous allons lui apporter. La demande de secours, c'est bien sûr la question des numéros d'appel d'urgence. Pour moderniser et simplifier la réponse, le président de la République l'a encore rappelé il y a quelques jours. Il existe un moyen, réunir les acteurs et les 13 numéros actuels autour du 112, comme partout en Europe. Cette réponse unifiée apportera un décroché rapide et efficace, inférieur à 30 secondes, à la totalité, je dis bien à la totalité des appels, sans perte de temps ni d'informations entre services. Un tri entre demandes urgentes et non urgentes. L'engagement, bien sûr, l'engagement immédiat des secours en cas d'urgence avérée. Et puis, un transfert des appels non urgents au centre opérationnel du service compétent, pompiers, police, gendarmerie, hôpital. Ces plateformes doivent s'organiser au niveau départemental, car lui seul permet une création à budget constant, à travers notamment la mise en commun des actuels opérateurs du 15, des 17 et du 18, le maintien d'un service public de proximité, favorisant l'adhésion politique et sociale au changement, et puis un regroupement physique plutôt que virtuel, plus à même de développer des synergies entre les accords. Depuis 2004, dans ce département, une telle plateforme regroupe le 15 et le 18, et cela marche à tel point que sa version numéro 2 est en cours de construction pour être encore plus performante. Alors, à Paris, immanquablement, on nous rétorque l'opposition des SAMU. Vous le savez, parmi eux, la MUF, présidée par Patrick Pelloux, est totalement en phase avec nous. Le second syndicat, longtemps opposé, vient d'afficher un timide signal d'ouverture vers le 112. Mais dans le même temps, il souhaite qu'une réponse téléphonique puisse être maintenue par l'hôpital. Alors, aujourd'hui, on constate que 95% des appels au 15 ne relèvent pas de l'urgence, mais concernent un besoin d'assistance, de soins non programmés ou un simple conseil médical. Un député, Thomas Mesnier, préconise donc de confier ce volet à une plateforme santé dotée d'un numéro dédié. Il propose à cet effet le 116 117. Une plateforme départementale 112 pour les appels pour les urgences vitales, interfacée avec une plateforme santé 116 117, voilà une architecture à la fois lisible pour nos concitoyens, efficace et budgétairement souhaitable. Voilà de quoi, Monsieur le Ministre, inspirer la réorganisation importante annoncée par le chef de l'État d'ici la fin de l'année et à laquelle nous sommes prêts à vous aider. Ensuite, une fois réceptionné l'appel au secours, il faut se pencher sur la réponse que nous allons lui apporter. Sortons des vieilles représentations et des schémas dépassés. Les sapeurs-pompiers ne sont pas de simples brancardiers, des effecteurs du relevage, comme l'écrit trop souvent pompeusement la santé. Vous savez, avant on parlait de balayeur, aujourd'hui on parle de technicien de surface. Donc là on emballe ce mot de brancardier dans tous les écrits de la santé, effecteur du relevage. L'organisation actuelle qui nous place comme des sous-traitants des SAMU et dans laquelle les SDIS comblent et paient les carences de la santé a vécu. Daté des années 80, cet édifice normatif est obsolète. Conçu pour mieux hospitaliser,
la régulation médicale est devenue bloquante. Chaque jour, nous subissions la saturation des centres 15 et des urgences hospitalières, qui imposent des délais d'attente sans cesse plus longs pour répondre aux citoyens quand ils appellent le 15, pour nous répondre quand nous leur transférons un appel, pour la transmission de nos bilans et répondre à nos bilans, enfin, pour la prise en charge des victimes quand nous les amenons à l'hôpital. Au quotidien, nous effectuons seuls la quasi-totalité des missions de secours d'urgence aux personnes. Le SMUR est avec nous moins d'1 fois sur 10. Ce n'est donc plus une mission partagée. C'est une mission sapeur-pompier avec appui possible des SMUR et nous devons en tirer les conséquences. Tout d'abord, chers collègues sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les présidents, dans nos services, où la prise en compte du secours d'urgence aux personnes doit devenir une priorité stratégique. Certes, une meilleure indemnisation de nos interventions pour carence ambulancière est une préoccupation légitime. D'autant que nous est toujours refusé la possibilité de requalifier et de facturer a posteriori ces interventions. Mais le secours d'urgence aux personnes ne peut se réduire à cette seule question. L'ensemble de nos organisations doit être adapté et orienté autour de lui. Nous devons, bien sûr, être présents auprès des ARS. L'encadrement des SDIS doit mettre dans le secours d'urgence aux personnes autant d'énergie qu'il en met pour les autres enjeux opérationnels. Et puis, nous devons renforcer notre pilotage à travers des indicateurs d'activité performants. Notre pratique, notre technicité, notre savoir-faire et donc notre logique de formation doivent également évoluer et être reconnus. Les sapeurs-pompiers, hier secouristes, doivent pleinement devenir des techniciens du secours d'urgence aux personnes. Pas pour en faire des infirmiers ou des paramédics, mais pour pratiquer des gestes permettant une prise en charge plus rapide et plus efficace des victimes. Parce que, clairement, si on ne le fait pas, qui le fera au moment où de nombreux SMUR ferment dans les départements? Nos chefs d'agrès, notamment, y trouveront efficacité et humanité dans leur mission. Et pour les professionnels, c'est aussi une perspective de montée en compétences qui va émerger au moment où certains ne cessent de dire que leur filière métier va dans le mur. Pour cela, il nous faut, Monsieur le Ministre, briser les carcans réglementaires et bousculer les conservatismes dont notre pays s'est fait une spécialité. 2 exemples. Alors que chaque diabétique peut se procurer en pharmacie un appareil de mesure de glycémie capillaire, son usage n'est pas autorisé aux sapeurs-pompiers. Et puis, à l'heure de la télémédecine, pourquoi tarde-t-on autant à équiper nos VSAV pour réaliser des électrocardiogrammes? Dans la relation avec la régulation médicale, faisons bouger les lignes pour les bilans transmis. Nombre d'entre eux n'ont assurément pas besoin d'être traités par un médecin. Ils ne le sont d'ailleurs pas, puisque c'est l'ARM qui répond, avec pour indication d'évacuer la victime toujours vers le même hôpital. Soyons désormais autonomes pour ces bilans simplifiés. Pour ces nouveaux gestes, ces nouvelles procédures, je sais pouvoir compter sur l'expertise et l'engagement de notre service de santé et de secours médical. Nous comptons sur vous, chers collègues, médecins, infirmiers et pharmaciens. Tous ces changements sont déjà en place dans quelques SDIS. Il est temps de généraliser ces pratiques au profit de tous. Les généraliser parce qu'on en a besoin, avec ou sans l'hôpital, parce que n'oublions pas que ceux qui ne répondent pas aux 15 sont aussi ceux qui nous freinent dans nos évolutions.
Désormais, il ne s'agit plus pour les sapeurs-pompiers de concourir au secours d'urgence aux personnes, mais bien de mener, derrière vous, Monsieur le ministre, cette politique publique avec une véritable capacité à innover et à expérimenter. Pour appuyer cette politique publique, il nous faut aussi poursuivre certains chantiers, à commencer par Nexis, notre système national de gestion de l'alerte et des opérations. Le pilotage de nos missions, la réponse opérationnelle et les relations interservices en seront améliorées, tout en faisant des économies. Nos inquiétudes, énoncées devant vous l'an dernier, sont aujourd'hui levées. Grâce à l'accord financier trouvé entre l'État et les élus, ce projet avance vite et bien. Autre volet, notre place affirmée dans la gestion des crises. La clause de revoyure de la réforme des emplois supérieurs de direction qui est en cours est une opportunité à saisir pour en améliorer le point faible, nos modalités d'accès au poste à l'État. C'est la condition, nous le rappelons, année après année, pour que les besoins des territoires soient totalement pris en compte. La transformation de la politique publique de secours d'urgence est aussi une opportunité pour affronter la plaie que représentent les agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers, de plus en plus fréquentes et violentes, pas uniquement dans les cités sensibles, mais désormais par des personnes de toutes conditions sociales, dans toutes sortes d'environnements. Il y a quelques jours, l'un d'entre vous, président d'union départementale, me faisait part du désarroi de ses collègues, de leur sentiment d'impuissance face à ce nouveau risque, face à ces missions qui nous conduisent à affronter les détresses sociales, psychologiques, voire psychiatriques. Nous qui sommes avant tout préparés pour aller au feu ou secourir des polytraumatisés. Monsieur le ministre, dans les casernes, nos collègues attendent des réponses concrètes. Votre instruction au préfet en mars dernier et l'expérimentation prochaine des caméras piétons sont certes un début. Bien sûr, la réponse de la chaîne pénale doit aussi être à la hauteur du traitement des plaintes jusqu'à l'application des sanctions. Mais la mort atroce de Geoffroy Henry à Villeneuve-Saint-Georges témoigne hélas qu'il faut aller plus loin. Une meilleure prise en compte de l'alerte, une meilleure collaboration avec les forces de l'ordre, une meilleure formation des sapeurs-pompiers sont autant de facteurs à même de limiter les risques dans ces missions toutes particulières de secours d'urgence aux personnes. Pour cela aussi, cette nouvelle politique publique du secours d'urgence aux personnes aura un impact. Cet impératif de protection appelle aussi une action pragmatique pour prémunir les sapeurs-pompiers contre les risques de contamination liés aux fumées toxiques. Là aussi, les SDIS, notamment les plus petits d'entre eux, ont besoin de l'État pour les accompagner dans cette évolution culturelle. Ce souci de protection des femmes et des hommes qui composent notre exceptionnelle ressource humaine m'amène à la deuxième grande transformation nécessaire, celle d'une politique nationale ambitieuse pour le volontariat en tant qu'engagement altruiste. En mai dernier, la mission volontariat vous remettait son rapport. Je voudrais saluer Catherine Trodelet, Olivier Richefou, Pierre Brageux et Fabien Matras. Ensemble, nous formulions 43 propositions, celles que nous ont demandées les sapeurs-pompiers de France, massivement consultés par nous 5. Toutefois, et nous l'avons indiqué avec force, la cohérence de cet ensemble est subordonnée à un choix préalable, celui de réaffirmer solennellement le volontariat comme un engagement altruiste. Ce choix est d'abord un choix de valeur. Le Premier ministre le disait justement il y a quelques jours à propos du service national universel. La France a besoin de citoyens solidaires, responsables et engagés. Et puis nous gardons aussi tous en tête les paroles fortes du président de la République le 6 octobre dernier. Je défendrai farouchement
le modèle reposant sur le volontariat des sapeurs-pompiers, qui n'est ni du salariat, ni du bénévolat. La mission volontariale a écrit : La mission volontariale a écrit : notre modèle a trop dérivé en voulant transformer le volontaire en professionnel à temps partiel. Mesure-t-on les conséquences d'une telle rupture ? À budget constant, seuls 50 000 pompiers contractuels pourraient être recrutés, pour 12 heures par semaine seulement, avec comme prix la disparition de la ressource volontaire altruiste, comme dans tous les pays qui ont créé un tel statut. Vous avez cité la Suède, Monsieur le ministre, il y a quelques jours au Sénat. Quelle formule d'adieu aurons-nous pour les 150 000 citoyens volontaires altruistes auxquels vous demanderez de mettre leur engagement au rencard au profit de 50 000 d'entre eux? En Belgique, cette dérive a conduit au fameux arrêt Matzak de la Cour de justice de l'Union européenne. En assimilant nos collègues belges à des travailleurs au sens de la directive européenne temps de travail, ils soulèvent des inquiétudes profondes et légitimes. Dans les casernes, les sapeurs-pompiers volontaires, dont la plupart ont un emploi à temps plein, s'interrogent. Devrais-je, en sortant du travail, respecter un repos quotidien de sécurité de 11 heures avant de partir en intervention ? Ne pouvant pas dépasser 48 heures de travail par semaine, que devrais-je choisir ? Mon emploi ou mon volontariat ? Et cette inquiétude n'est pas que la nôtre. Tous nos collègues européens, dont le modèle repose sur le volontariat, la partagent. Nos amis allemands en premier. Sans compter la contagion de la menace. Si demain, notre volontariat est remis en cause, après-demain, ce seront les réserves opérationnelles de la police, de la gendarmerie et des armées, puis ce sera le mouvement associatif, et peut-être même les élus locaux. Un adjoint n'est-il pas soumis aux instructions de son maire, convoqué à des réunions et indemnisé? Moins de présence dans les territoires, moins de réponses en situation de détresse, plus aucune capacité de monter en puissance. Est-ce la voie que nous souhaitons prendre? Non, bien sûr. Au contraire, la voie empruntée est claire. La mission volontariale a dit avec force. C'est réaffirmer l'engagement altruiste, accroître les effectifs de volontaires et diminuer la charge opérationnelle pesant sur chacun d'entre eux. Seul ce choix stratégique permettra de rendre soutenable l'engagement individuel de chaque volontaire et en même temps de disposer de la ressource collective nécessaire pour répondre partout aux demandes de secours et aux crises. Le tout pour préserver la santé et la sécurité des intervenants, parce que pour nous aussi, c'est important et nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi. Ce choix stratégique, ce choix de valeurs, ce choix de raison, c'est d'abord un choix politique. Votre choix, Monsieur le ministre, en tant que responsable de la sécurité des Français. Le choix du gouvernement, car de nombreuses autres politiques publiques sont impactées par l'état de nos capacités opérationnelles. Le choix du président de la République, qui le 6 octobre dernier concluait par ces mots son discours de remerciement aux forces mobilisées durant les catastrophes de l'été 2017. La République, elle se tient par cet engagement. Ce n'est pas un décret, une loi, un texte qui fait la République. C'est ce souffle qu'il y a dans chacune et chacun d'entre vous, qui fait qu'on se dépasse quand les heures dures sont là, qui fait qu'on se dépasse quand on sent l'angoisse et le besoin chez nos concitoyens, qui fait qu'on ait ce point de repère, celui ou celle qui sauve. Vous étiez là à ce rendez-vous, alors la République est fière de vous, et la République continuera dans les années qui viennent à accompagner ce que vous êtes, parce que nous en avons besoin.
Monsieur le ministre, vous avez le devoir de protéger, et même plus, de nourrir ce souffle, cet engagement. Après l'avoir dit mardi devant la représentation nationale, dites-nous ce matin que la directive européenne de 2003 ne s'appliquera pas aux sapeurs-pompiers volontaires de notre pays. Dites-nous pour cela que vous allez prendre au nom de la France l'initiative d'une règle européenne spécifique pour protéger l'engagement des forces de sécurité et de secours d'urgence, et surtout pour ne pas affaiblir la protection des citoyens. Voilà une noble ambition à proposer aux États membres lors du renouvellement des institutions européennes l'an prochain pour répondre à l'aspiration des peuples à une Europe qui protège. De votre choix fondamental dépend l'efficience des propositions de la mission volontariat. Nous espérons qu'elles auront largement inspiré le plan d'action que vous allez nous présenter au nom du gouvernement et qu'il soit aussi innovant et ambitieux. D'abord, pour créer un choc de recrutement en structurant les premières années de l'engagement volontaire autour des interventions du secours d'urgence aux personnes. Puis, pour diversifier ce recrutement avec, par exemple, une action vigoureuse et globale en faveur de la féminisation, allant de l'adaptation des locaux à la lutte contre les stéréotypes. La mise en place d'une véritable coproduction entre les SDIS et notre réseau associatif pour développer les jeunes sapeurs-pompiers et valoriser leurs animateurs. Ou encore la définition d'un cadre pour pérenniser les corps communaux de première intervention, très nombreux dans ce département. Ils sont 170 et dans le quart nord-est de notre pays. Ensuite, pour faciliter la disponibilité et l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires avec 3 mesures essentielles. En direction des employeurs privés, un mécanisme simple et accessible, fiscal ou social, de compensation des charges. En direction des collectivités locales, en cas d'accident ou de maladie en service de leurs agents volontaires, la prise en charge par les SDIS de la protection sociale. En direction des volontaires, le bénéfice d'autorisation d'absence accordée aux salariés, qui d'ailleurs, pour les réservistes opérationnels de la Garde nationale, viennent d'être portés de 5 à 8 jours. Pourquoi une telle mesure n'est-elle pas transposée aux sapeurs-pompiers volontaires ? Également, Monsieur le Ministre, pour renforcer les gestes de reconnaissance et de fidélisation. Les nominations de sapeurs-pompiers volontaires dans les ordres nationaux du mérite et de la Légion d'honneur ne peuvent rester au niveau indigent où elles sont tombées, indépendamment de la réduction globale des contingents. Il en est de même pour la médaille de la sécurité intérieure, où nous sommes encore loin derrière d'autres forces de votre ministère. Mais surtout, les sapeurs-pompiers attendent, depuis 40 ans, une bonification de retraite. Longtemps, il nous a été opposé la multiplicité des régimes de retraite. Le projet d'unification de ces régimes change la donne et permet désormais d'envisager ce puissant témoignage de reconnaissance au titre de la solidarité nationale. Avec la transformation nécessaire, tant pour le secours d'urgence aux personnes que pour le volontariat, j'en arrive à la 3e et dernière grande transformation. Elle concerne tous les citoyens. Ils doivent devenir réellement les premiers acteurs de leur sécurité et le premier maillon de la chaîne des secours. 2 chantiers initiés par le président de la République doivent nous permettre d'y parvenir. Le premier, former 80% de la population aux gestes qui sauvent. Je le rappelle, nous sommes aujourd'hui à moins d'un tiers. La dynamique citoyenne observée après les attentats de 2015 et 2016 et la grande cause nationale que nous avons portée avec la Croix-Rouge
et la protection civile doit être entretenue. Par son ampleur, cette ambition requiert désormais la mobilisation des pouvoirs publics et de notre société. C'est l'objet du plan d'action annoncé lundi dernier en Conseil des ministres. Il reprend, et je m'en réjouis, l'essentiel des propositions qu'avec Patrick Pelloux, nous avions formulées l'an dernier, à travers la formation au PSC1 en classe de 3e et la mobilisation des ministères et des collectivités locales. Deuxième chantier, le service national universel. Quelle formidable opportunité pour nous de diffuser la culture de l'engagement, les valeurs de la République et le respect de nos institutions en favorisant un regard positif sur notre service public d'incendie et de secours. Mais aussi de contribuer à l'engagement, à l'enseignement des gestes et comportements qui sauvent. Et bien sûr, de susciter des vocations d'engagement comme sapeurs-pompiers volontaires. Le rapport remis au président de la République par la commission Menaouine le prévoit. Les sapeurs-pompiers de France, actifs et anciens, sont prêts à s'engager dans ces deux chantiers majeurs de citoyenneté. Proposée par la mission volontariat, la création d'une réserve bénévole de sapeurs-pompiers pourrait y contribuer. Mais il y a pour cela un préalable. Quelle place pour les sapeurs-pompiers dans ce dispositif ? Monsieur le ministre, mes chers collègues, moderniser l'organisation et le pilotage du secours d'urgence aux personnes, conforter le volontariat comme un engagement altruiste, faire de nos concitoyens les premiers acteurs de leur sécurité grâce aux gestes et comportements qui sauvent. Voilà les 3 transformations majeures à accomplir pour conforter notre modèle de secours, le pérenniser et toujours mieux répondre aux demandes des populations dans chacun de nos territoires. L'avenir, l'intérêt général. Dans la lignée de mes prédécesseurs, ce double cap a toujours guidé mon action durant 7 ans, en faisant toujours le pari de l'intelligence et de la coopération, plutôt que du dogmatisme et de la confrontation, mais sans jamais rien abdiquer sur l'essentiel, ce qui fait au quotidien la force et l'efficacité de notre engagement. À l'issue de ce congrès, je passerai la main à Grégory Allione. Ce choix, je le fais avec confiance. Confiance dans la force de notre collectif, notre réseau associatif et mutualiste, plus puissant et solidaire que jamais. Confiance, car avec Grégory, vous aurez un président qui, depuis son plus jeune âge, pense et vit intensément comme un sapeur-pompier. Un chef qui connaît par son expérience les différentes formes de notre engagement, nos institutions fédérales, la nécessaire attention à porter à la diversité de nos territoires, ainsi que les sphères de l'État. Un homme qui dispose de l'intelligence, du caractère et de l'énergie pour défendre et porter haut la voix des sapeurs-pompiers de France et relever les défis qui nous attendent dans l'Hexagone et au niveau européen. Confiance, parce que vous lui avez donné par vos suffrages la légitimité et la force politique nécessaires pour accomplir sa mission. Confiance, parce que je sais qu'il pourra compter au sein du conseil d'administration et du comité exécutif sur une équipe riche de sa pluralité, forte et soudée. Soudée par nos valeurs partagées et par cette indéfectible amitié que je garderai toujours au plus profond de mon cœur. Ce choix, je le fais avec sérénité, celle du devoir accompli et avec la belle perspective de ce qui est pour moi le plus beau des métiers, celui de chef de corps, tout en continuant à vous servir comme simple membre de notre fédération. Ce choix, il s'appuie aussi sur une profonde admiration, celle que je vous porte, mes chers amis, pour ce que vous faites.
cette admiration que je vous porte, c'est pour ce que vous faites au quotidien au profit de la population, au profit de vos collègues sapeurs-pompiers dans notre formidable réseau. Je garde en moi le souvenir de la chaleur de vos accueils et de la franche camaraderie qui présidait à nos échanges lors de chacune de nos rencontres. L'admiration que je vous porte me permet de vous dire que vous êtes plus que jamais des héros de l'impossible, mais un impossible que vous rendez tous les jours possible. À toutes et tous, je vous souhaite bon vent, bon courage à toi, cher Grégory. Vive les sapeurs-pompiers de France! Monsieur le préfet de l'Ain, Monsieur le préfet directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, Madame la vice-présidente du Sénat, présidente du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, Monsieur le député co-organisateur du Congrès, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du Conseil départemental, Monsieur le maire de Bourg-en-Bresse, Monsieur le Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, cher Éric Faure, et quelle émotion chez vous, mais également chez vos camarades. Monsieur le Président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, Mesdames et Messieurs, cher Grégory Allione. J'étais avec vous dès hier soir, parce que j'aime partager vos moments de joie. Et hier, après les journées de travail, c'était des moments de joie, des moments de partage. Et ce qui est grand, ce qui est fort chez les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, c'est ce plaisir à être ensemble, à partager tous les bons moments, mais à partager aussi les peines. Mesdames et Messieurs, si cette saison, la saison de feux de forêt, a été particulièrement calme, nous avons vécu ces 12 derniers mois bien des drames. Et si j'aime à partager vos joies, je partage aussi vos moments de peine. Être ministre de l'Intérieur, c'est être sans cesse confronté à des situations de grande tension. C'est devoir faire des choix difficiles. Mais je vous le dis ici, rien n'est plus difficile à vivre que les moments où on vous annonce qu'un sapeur-pompier est mort en intervention. Jamais je n'oublierai les noms de ceux à qui j'ai rendu l'hommage solennel de la Nation. Jamais je n'oublierai le sergent Robert Sandraz, sapeur-pompier en Savoie, emporté par une rivière en crue. Jamais je n'oublierai le caporal Arnaud Dauchy et le sergent Jonathan Cotrez, sapeurs-pompiers dans le Pas-de-Calais, tués dans un feu d'habitation. Jamais je n'oublierai le sergent-chef Jonathan Lassus-David, espoir de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, et qui mourut dans un feu de parking. Et puis, vous l'avez cité, Monsieur le Président, nous avons encore tous présents dans nos cœurs
le souvenir du caporal Geoffroy Henry, poignardé à Villeneuve-Saint-Georges alors qu'il était là pour secourir. Quelques minutes après ce drame, nous étions tous mobilisés. Et le lendemain, je rencontrai son épouse. Il avait un bébé de 2 mois. Je rencontrai ses parents. Et il me disait, alors, Monsieur le ministre, nous voulons un engagement de votre part. C'est que notre fils ne soit pas mort pour rien, que notre mari ne soit pas mort pour rien. Alors oui, je tiens à le dire ici, je ferai tout comme ministre de l'Intérieur pour que Geoffroy Henry ne soit pas mort pour rien. Le sacrifice de ces femmes et de ces hommes nous rappelle ce que la mission de sapeur-pompier comporte de prise de risque. Une prise de risque totale, mais une prise de risque généreuse. 3 des sapeurs-pompiers que je viens de citer sont tombés dans leur engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Les 2 sapeurs-pompiers de Paris l'avaient été aussi. Et d'ailleurs, en dehors de leur mission à Paris, le restaient dans leur département d'origine. C'est ça, la générosité des sapeurs-pompiers. Oui, volontaire. On s'attarde trop peu sur ce mot, ce beau mot. Il dit pourtant beaucoup de ce qu'est la réalité des 195 000 personnes qui, dans notre pays, ont choisi de consacrer leur vie à sauver celle des autres. Volontaire, cela fait référence à un choix libre, sans contrainte, totalement désintéressé. Je suis, vous le savez, originaire d'une ville à côté, Lyon, qui a vu naître, il y a plus de 100 ans, le mouvement mutualiste. Le mutualisme, c'était déjà à l'époque des femmes et des hommes qui décidaient, comme vous, de s'engager, de s'assembler pour répondre ensemble à des défis communs, mais aussi parce qu'ils avaient un idéal commun, s'associer librement pour se protéger les uns les autres. Eh bien, il y a beaucoup de mutualisme dans l'engagement des sapeurs-pompiers. Et le rôle de l'État, ce n'est certainement pas d'étouffer les vocations, c'est au contraire de tout mettre en œuvre pour les impulser, pour les encourager, pour soutenir toutes celles et tous ceux qui embrassent cette noble mission, et c'est ce que je ferai comme ministre de l'Intérieur. Sur ce point du volontariat, vous avez exprimé, Monsieur le Président Faure, l'inquiétude légitime de la grande famille des sapeurs-pompiers suite à l'arrêt rendu en février dernier par la Cour de justice de l'Union européenne, qui, sur la base d'une directive datant de 2003, assimile l'activité d'un sapeur-pompier volontaire belge à celle d'un travailleur à temps partiel. Soyons clairs, si une telle philosophie devait être appliquée en France, c'est notre modèle de sécurité civile dans son ensemble qui serait remis en cause. Et cela, le gouvernement ne peut pas l'accepter et personnellement, je ne l'accepterai pas. La France doit donc prendre une initiative pour faire valoir auprès de la Commission la spécificité de son modèle et la nécessité qu'il soit préservé. Oui, la loi européenne doit prendre en compte les grandes mutations d'un monde qui a beaucoup changé. Cher Éric Faure, cher Grégory Allione, vous me l'avez dit, lorsque nous nous sommes entretenus il y a 2 semaines, depuis 2003, le monde a beaucoup changé.
et la législation doit elle aussi changer pour tenir compte des changements du monde. Quand la directive de 2003 a été conçue, le réchauffement climatique, les épisodes extrêmes qu'il entraîne et la mobilisation accrue des services de secours que cela implique ne se manifestaient pas avec la même acuité. Le terrorisme n'était pas aussi important qu'il l'est aujourd'hui. La menace n'avait pas cette acuité-là et nous devons tenir compte de ces changements. Quand la directive a été conçue, on n'imaginait pas que des pays comme la Suède devraient faire face à des épisodes aussi intenses de feux de forêt. Et l'on a vu, hélas, à ce moment, les limites d'un modèle qui ne serait fondé que sur le tout professionnel. Et nous avons dû aller porter des secours parce qu'ils étaient dans l'incapacité de pouvoir aller plus loin. Et nous, quand nous connaissons des épisodes intenses de feux de forêt, ce qui fait aussi notre force, c'est de pouvoir mobiliser tous les SDIS pour pouvoir aller porter secours là où c'est nécessaire. Et c'est cela la grande force de notre modèle. Il est donc urgent d'œuvrer pour faire changer cette directive. Depuis que je suis ministre, nous avons réussi à apporter des changements profonds, par exemple en matière d'asile et d'immigration, avec la réécriture de la directive Retour, en matière de terrorisme, avec bientôt le retrait des contenus radicaux sur Internet. Nous pouvons donc, nous devons donc, de la même façon, être capables de défendre notre modèle en matière de sécurité civile et de faire changer la directive de 2003, et c'est à cela que je vais m'employer. C'est une question d'efficacité, je viens de le dire. Lorsqu'on doit faire face à des incendies qui progressent aussi rapidement, qu'on l'a vu en Suède, qu'on l'a vu dans un certain nombre de pays, oui, il faut être en mesure de mobiliser toutes les ressources et toutes les volontés. Mais c'est aussi d'abord pour moi une question de valeur. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais brider ceux qui, par leur engagement, portent haut les principes de la République. Mesdames et messieurs, il nous faut donc, à moyen et à long terme, assurer la pérennité du statut de sapeur-pompier volontaire, et je serai toujours pleinement mobilisé sur le sujet. Il nous faut aussi, et cela relève du devoir, au vu des risques que vous prenez, au vu de l'engagement qui est le vôtre, tout mettre en œuvre pour améliorer à court terme votre quotidien. Le président Faure a évoqué l'enjeu majeur, celui de la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. Lors du congrès d'Ajaccio, j'avais pris des engagements forts. Ils sont aujourd'hui en passe d'être tenus. Il y a un an, vous m'aviez alerté sur les risques sanitaires découlant de l'exposition des sapeurs-pompiers à des fumées potentiellement toxiques. Et hier, sur vos stands, j'ai vu un certain nombre d'entreprises qui travaillaient sur ce sujet. Nous n'avons pas pu expérimenter parce que nous n'avons pas eu de feu de forêt intense cette année, mais nous le ferons et c'est un engagement que nous tiendrons. Nos industriels, que je salue, sont en train d'y travailler. Mais sans attendre, j'ai souhaité que nous prenions des mesures concrètes pour que nous puissions traiter ce sujet.
pour qu'une étude épidémiologique approfondie soit menée sur ces problématiques. Elle est actuellement en cours. Mais déjà, un guide de doctrine opérationnelle répertoriant les bonnes pratiques a été élaboré et diffusé dans tous les SDIS. Et je demande à tous les directeurs de le mettre en application. Au début de la saison des feux de forêt, avec le concours des formations militaires de la sécurité civile, une campagne de tests sera donc menée l'année prochaine et nous obtiendrons les résultats, nous équiperons les forces parce que c'est totalement nécessaire. Plus globalement, nous avons, et je veux saluer l'implication de votre fédération, élaboré un plan d'action santé, sécurité et qualité de vie en service qui vise à mettre toutes ces questions au cœur de l'organisation des SDIS. Parce que les situations de grande détresse auxquelles sont confrontés les sapeurs-pompiers peuvent les affecter profondément. Et donc une attention particulière est désormais portée à la question des risques psychosociaux. Et hier, cher Président Faure, vous m'avez amené vers un sapeur-pompier qui avait été grièvement blessé et qui m'a dit « ce ne sont pas simplement les blessures physiques qui comptent, ce sont aussi les blessures psychologiques. Et il faut que nous prenions mieux cela en compte. » Parce que trop de sapeurs-pompiers, et je vois chaque jour évidemment ce qui se passe, se tuent, se blessent en partant en intervention. L'accent sera mis aussi sur la prévention du risque routier. Enfin, votre sécurité, c'est bien sûr la protection contre les agressions dont, évidemment, les sapeurs-pompiers, vous l'avez rappelé, et j'ai rappelé le drame récemment survenu, sont trop souvent victimes. Cela passe par la présence de policiers et de gendarmes à vos côtés, à chaque fois que la situation est de toute évidence risquée. Encore faut-il pour cela qu'une évaluation de la dangerosité des interventions soit menée et nous devons répondre à ce risque, hélas, de plus en plus présent dans le cadre de la réforme des systèmes d'appel d'urgence, et je vais y revenir. Cela passe également, vous l'avez souligné, par l'équipement des sapeurs-pompiers en caméras mobiles. Vous savez que le gouvernement a soutenu l'initiative parlementaire ouvrant cette possibilité, et j'ai vu là aussi que nos industriels ont de nouveaux modèles de caméras et qu'ils ont travaillé sur ce sujet. Nous mettrons en œuvre cette possibilité dès les prochains mois, dès les prochaines années. Améliorer votre quotidien, c'est agir pour votre sécurité. C'est aussi prendre en compte ce qui est le grand changement qui marque la mission de ces 20 dernières années. Et je veux parler de la croissance exponentielle des secours d'urgence aux personnes. Vous avez rappelé les chiffres, là où le secours aux personnes représentait en 1990 moins d'un tiers de l'activité des sapeurs-pompiers, soit 720 000 interventions. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il représente aujourd'hui 84% de votre activité, soit 3,8 millions d'interventions, une multiplication par 5. Et la tendance s'accélère, puisque vous l'avez dit, on observe une évolution dans certains départements de plus 10%. Alors aujourd'hui, pour les SDIS, le service d'urgence aux personnes est devenu l'une des principales causes d'intervention. Sa gestion devient, comme vous l'avez souligné, de plus en plus complexe parce que, pour les raisons que vous avez indiquées, notre société change. On connaît les causes d'une telle croissance, le vieillissement de la population, l'effritement des systèmes de solidarité traditionnels, le phénomène de désertification médicale et finalement le recul du service public de santé.
et vous l'avez souligné, le récent plan santé présenté par le président de la République vise à y remédier. Mais pour faire cela, il faut d'abord répondre, et vous l'avez souligné, à l'enjeu des numéros d'appel, essentiels, parce que c'est à partir de là que se fait la répartition entre les différents services. Comme vous le savez, le président de la République a fixé l'objectif d'aboutir à un numéro d'appel unique, le 112. Et c'est ce que nous allons mettre en œuvre avec le ministère de la Santé. Pour y parvenir, nous avons, comme vous le savez, missionné avec ma collègue Agnès Buzyn l'Inspection générale de l'administration et l'Inspection générale des affaires sociales pour formuler des propositions sur le sujet. J'examinerai les conclusions du rapport, mais conformément à ce qu'a dit le président de la République, nous trancherons un débat toujours posé et jamais arbitré. Pour ma part, je crois que s'il y a bien sûr des défis technologiques à relever, notamment sur l'interopérabilité entre les différents systèmes, et c'est l'objet, vous l'avez souligné, du programme Nexus, il convient d'abord de s'appuyer sur ce qui marche. Je sais qu'il existe dans plusieurs départements des plateformes communes 15-18 qui fonctionnent très bien, et d'abord, vous l'avez souligné, ici, dans ce département. Donc cela peut marcher. Si ça marche dans l'un, ça marche dans un certain nombre de départements. Cela doit pouvoir marcher partout en France et c'est vers quoi nous progresserons. Au-delà, et dès les premiers temps, des mesures peuvent être prises et nous les prendrons. 1. La généralisation des coordinateurs ambulanciers au sein des SAMU, parce que là où le système a été expérimenté, les progrès sont notables. 2. La mobilisation des agences régionales de santé pour réduire le temps d'attente des sapeurs-pompiers dans les services d'accueil d'urgence. 3. L'instauration d'organes de concertation obligatoires entre agences régionales de santé, SDIS et SAMU au niveau départemental. 4. L'information systématique des SDIS sur les réflexions en cours concernant l'évolution de la stratégie médicale et la cartographie hospitalière. 5. Dès la remise du rapport IGA-IGAS que j'évoquais, la réécriture du référentiel SWAP-AMU avec l'objectif d'organiser mieux les conditions d'intervention des sapeurs-pompiers dans le cadre des carences ambulancières. Comme je l'ai déjà dit, il ne doit pas être besoin la plupart du temps de mobiliser un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, un équipage de 3 hommes. Nous devons travailler à un assouplissement des règles en la matière. Oui, le SWAP représente aujourd'hui une de vos missions principales. Et donc, comme ministre de l'Intérieur, je me considère aussi comme le ministre des SWAP et je travaillerai avec vous pour que ces services puissent être menés dans des conditions nouvelles, parce que si nous ne le faisons pas, c'est l'ensemble de notre système qui se détruira. Alors oui, vous trouverez le ministre de l'Intérieur à vos côtés sur ce sujet. Monsieur le Président Faure, vous avez évoqué d'autres pistes et je peux vous assurer que nous avons des discussions poussées avec le ministère des Solidarités et de la Santé sur chacune d'entre elles. Le sujet du secours d'urgence, je viens de le dire, est trop important pour en rester au statu quo.
Et moi, je pense, comme vous, que c'est dans des échanges constructifs et apaisés avec tous les partenaires que nous avancerons. Et mes anciennes fonctions à la tête d'un grand CHU me font dire que nous avons la possibilité d'ouvrir un dialogue positif, un dialogue apaisé avec les urgentistes. Et que c'est comme cela que nous progresserons ensemble, parce qu'il nous faudra progresser ensemble, et vous me trouverez à vos côtés pour porter cette volonté de travailler toujours plus étroitement ensemble, et que les sapeurs-pompiers, comme vous l'avez dit, ne soient pas simplement les auxiliaires au moment où tout le reste ne fonctionne plus. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je viens de le dire, l'année qui vient de s'écouler a été profondément utile. Et je sais que les mois qui viennent le seront tout autant. Au-delà des thématiques sensibles que je viens d'évoquer, nous avons en effet bien des chantiers à mener. Le premier, c'est la mobilisation pour le volontariat. Je le dis toujours avec la même force de conviction. Le volontariat est le socle de notre modèle de sécurité civile, le pilier sans lequel tout s'effondre. C'est pourquoi j'ai dit que la priorité numéro 1 est de sécuriser le cadre juridique de l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires. C'est pourquoi aussi il nous faut continuer à susciter les vocations, à faire en sorte que le vivier dont disposent les directeurs de SDIS puisse continuer à se renouveler et même à se développer. Pour relever ce défi, j'ai, comme je m'y étais engagé à Ajaccio, nommé une mission que j'ai souhaité composer d'une grande diversité de profils. Et je veux saluer moi aussi Madame Catherine Trenley, sénatrice du Haut-Rhin, vice-présidente du Sénat, mais surtout pour vous, présidente du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Monsieur Fabien Matras, député du Var, et qui fut lui-même sapeur-pompier volontaire. Monsieur Olivier Richefou, président du Conseil départemental de Mayenne et président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Et vous me permettrez aussi, parce que c'est important, de saluer monsieur Pierre Brageux, vice-président du MEDEF, qui a apporté son expertise économique. Et bien sûr, vous, Monsieur le Président, qui avez été central dans ces problématiques. Je veux, Mesdames et Messieurs, vous remercier. Vous m'avez remis le 23 mai dernier un rapport d'une grande qualité. Pour la première fois depuis longtemps, les auteurs ont cherché à sortir des prêts-à-penser, à développer une approche pragmatique et sans tabou, à s'inscrire dans notre temps avec les modes de vie d'aujourd'hui, la manière de s'engager d'aujourd'hui, qui évidemment ont beaucoup évolué. C'est pourquoi le plan d'action que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne des 43 propositions que vous avez formulées, et vous pourrez en prendre connaissance tout à l'heure. Premier acte d'action, susciter toujours plus de vocations. En ce domaine, il convient d'abord de s'appuyer sur ce qui marche, et je pense bien sûr aux jeunes sapeurs-pompiers. Et Monsieur le Président Faure, merci de les avoir mis à l'entrée. Allez saluer ces jeunes. Là, dès tout jeunes, c'était extrêmement émouvant. Et je leur souhaite un bel avenir, un bel engagement, parce qu'être sapeur-pompier volontaire, c'est être, comme vous le dites, dans l'altruisme, dans l'engagement auprès des autres, dans une certaine conception de la société. Et aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de jeunes qui se font cette conception-là de la société, qui portent haut les valeurs de la République, et en particulier cette valeur de fraternité qui devrait être celle qui unit l'ensemble de notre société. Alors, dans votre rapport, vous avez en particulier souligné, Madame Trenley a dû insister sur ce point,
l'engagement des femmes dans les sapeurs-pompiers. Et vous m'avez dit, voilà, aujourd'hui, l'activité des sapeurs-pompiers, c'est cela, avec 84% effectivement de secours à personne. Mais en même temps, on fait toujours comme si on allait demander à tous les sapeurs-pompiers de porter des charges extraordinaires. Peut-être conviendrait-il de revoir un peu les choses, puisque pour que des femmes puissent davantage s'engager, il faudra engager nos jeunes, et en particulier les jeunes, qui aujourd'hui sont ceux qui peuvent le plus connaître de problèmes, qui posent le plus de sujets d'inquiétude. Il faut pouvoir les encadrer, il faut pouvoir donner des règles, parce qu'effectivement, c'est la règle, c'est le sens de l'effort, c'est le sens du travail qui font le destin d'une vie. Et c'est ce qu'ensemble, avec les sapeurs-pompiers volontaires, nous pouvons porter. Enfin, et c'est le second axe de notre action, il faut que nous puissions fidéliser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, rendre aux sapeurs-pompiers un peu de ce qu'ils donnent à notre société, à notre nation. C'est la philosophie que je viens de décrire. C'est pourquoi, conformément à l'engagement pris par le Président de la République, j'ai personnellement sensibilisé le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye pour qu'une bonification liée à l'engagement comme sapeur-pompier volontaire soit bien prévue dans le système par points qui accouchera de la grande réforme des retraites. Notre plan d'action prévoit également d'améliorer la protection des sapeurs-pompiers en matière de maladies, d'accidents du travail. Et on m'a parlé encore hier dans les rangs des sapeurs-pompiers avec qui j'allais discuter. Par ailleurs, grâce à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il est enfin possible que les heures acquises dans le cadre du compte professionnel de formation soient utilisées pour des formations liées à la sécurité civile. Enfin, dernier chantier que nous avons à relever et qui s'étalera lui aussi sur toute la durée du quinquennat, c'est celui des gestes qui sauvent. Le président Faure l'a rappelé, la France accuse en ce point un important retard. Il y a la réalité des chiffres. Moins d'un tiers de la population est formée, contre plus de 80% en Allemagne. Mais derrière ces chiffres, ce sont des milliers de vies brisées, des femmes qui ont perdu un époux, des enfants qui ont perdu un parent, là où la maîtrise de quelques gestes simples aurait pu permettre de les sauver. Alors oui, parce qu'il a une haute conscience de cette situation, le président de la République a fixé cet objectif qu'en 2022, 80% de la population soit formée aux gestes de premier secours. Cette volonté, certains la trouvent inatteignable, mais grâce à votre mobilisation, grâce à celle des associations agréées de sécurité civile, je suis convaincu que nous pouvons relever le challenge. Il incombe aussi à l'État de prendre ses responsabilités en mobilisant l'éducation nationale. À ce jour, 70% des élèves sortant de 3e sont formés au PSC1, 7 heures de module. 100% le seront d'ici la fin du quinquennat. En faisant en sorte que les ministères, les collectivités locales organisent la formation de tous leurs agents. Une circulaire en ce sens sera diffusée dès la semaine prochaine. Nous travaillons aussi avec toutes les organisations patronales pour que les entreprises s'engagent, et pour beaucoup, elles sont prêtes à le faire. Et puis, vous en avez parlé, il y a le service national universel qui sera pour tous les jeunes Français un temps d'apprentissage des valeurs républicaines, un lieu où ils apprendront ce que signifie faire nation, mais qui doit être aussi un moment où pour celles et ceux qui ne l'auraient pas fait, on apprend ces gestes, un moment aussi où les sapeurs-pompiers pourront sensibiliser à la noblesse de l'engagement comme volontaire. Mesdames et messieurs, je pourrais évoquer bien d'autres sujets. Nous travaillons par exemple sur un système européen de protection civile.
nous avions travaillé en vain jusqu'à présent, parce que les grandes nations nordiques se disaient « cela ne nous arrivera jamais ». C'est des problèmes de pays du Sud. Et puis, il y a eu le drame suédois. Et aujourd'hui, nous voyons que nous avons déjà progressé. Et je pense que dans les prochains mois, nous progresserons encore sur ce sujet. Alors oui, la France est un pays, vous le savez tous, où on aime nos sapeurs-pompiers, parce que votre degré d'engagement est exceptionnel, parce que vous êtes l'incarnation de ce que la République porte en elle de plus beau, la générosité, l'altruisme, cette fraternité sans laquelle le triptyque de notre devise nationale perdrait de sa valeur. Ah oui, soyez-en assurés, je mettrai toute mon énergie pour vous des France, pour que la France continue à être ce pays qui célèbre, vous l'avez dit, ces héros de l'impossible que sont les sapeurs-pompiers. Monsieur le Président Faure, après cette année à la tête de cette belle fédération, vous laissez à tous les sapeurs-pompiers un riche héritage. Au nom du Président de la République, je tiens solennellement à vous en remercier. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a vu combien ici il y avait d'émotion pour votre départ. Et je peux vous dire personnellement combien j'ai apprécié de pouvoir travailler avec vous. Vous nous laissez un bel héritage. Alors avec votre successeur, Grégory Allione, nous tâcherons d'en être dignes. Oui, nous mettrons tout en œuvre pour que vivent les sapeurs-pompiers, parce que c'est la condition pour que vive la République et que vive la France. Merci. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Hommes aux citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.